Au sommaire de ce journal, la Mission mondiale du Christ Œuvre et Action a organisé une cérémonie de consécration. Après 100 jours d'Adama Barrow à la tête de la Gambie, les attentes ne sont pas toutes comblées. Lagos, la capitale économique du Nigeria, célèbre son 50e anniversaire. Et en sport, le tirage de l'Afro-Basket féminin 2017 s'est fait à Bamako, la capitale du Mali. Bienvenue à tous et à toutes dans cette édition du journal sur Béni TV. Débutons en religion par la Mission mondiale du Christ, Œuvre et Action qui a célébré une cérémonie de consécration de ses pasteurs, apôtres et prophètes. C'était en présence de plusieurs personnalités. C'est par une procession en fanfare qu'a débuté la journée de consécration des pasteurs, apôtres et prophètes de la Mission mondiale du Christ, Œuvre et Action en Côte d'Ivoire. Après cette entame dans la louange, un mot de bienvenue a été adressé aux parents, amis et invités qui ont fait nombreux le déplacement. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, nous prenons la parole au nom de l'Église internationale du Vainqueur et de toutes les églises sœurs qui l'accompagnent pour exprimer notre joie et notre grande satisfaction de vous compter parmi cette auguste assemblée. À tous et à toutes, bienvenue. Au total, 6 serviteurs de Dieu, des pasteurs, apôtres et prophètes ont été présentés au peuple pour leur consécration devant Dieu. Dans son message, le bishop Daddy Blaise a rappelé les fondements de la consécration en appelant les nouveaux consacrés à ne point se détourner du chemin du sacerdoce. Ne cherchez pas la récompense de l'homme, cherchez la récompense de Dieu. Quelqu'un veut un milliardaire, il vient dans ton église, mets là-bas. Toi, tu restes en haut. Amen. C'est toi qui as connu. Et ça veut dire que c'est à toi de la rendre. Et c'est toi qui vas rendre à Dieu. Donc, quand vous connaissez la parole de Dieu, vous devenez un homme à classe. Tu peux marcher pour 10 ans. La 11e année, Dieu va te donner des 4x4 de voitures que personne ne voit jamais. Parce qu'il a pris la sincérité. Il a pris ton cœur. Il a pris ton dévouement. Il faut te donner tout entier. Ne fais pas de résistance et ne fais pas de réserve en soi et en toi. De toute façon, tu as commencé à la chaleur de l'Esprit de Dieu continue jusqu'à la vie éternelle. Amen. Oui, À l'appel de leur père spirituel, les consacrés ont répondu par un engagement ferme dans une prestation de serment, avant d'être revêtus chacun et chacune de leur tenue sacerdotale. Par onction d'huile et imposition des mains, le bishop Daddy Blaise a ensuite consacré les nouveaux pasteurs, apôtres et prophètes. À partir d'aujourd'hui, je te consacre. Le nom est vers toi pour aller partout. À partir d'aujourd'hui, reçois. Merci beaucoup. Des certificats leur ont été remis par le bishop Daddy Blaise pour attester de leur nouveau ministère. Et la belle cérémonie a pris fin dans une bonne ambiance avec les félicitations et remises de dons des parents et amis. Le dimanche 28 mai dernier, l'église évangélique Puissance et Miracle de Yopougon Santé a célébré ses 10 années d'existence, une cérémonie haute en couleurs. Un uniforme aux couleurs rose et bleu, des ballons mais également des guirlandes, tout était réuni pour faire de la célébration des 10 années d'existence de l'église évangélique Puissance et Miracle de Yopougon Santé un moment inoubliable. De prime abord, l'installation et la présentation des différents invités et hommes de Dieu venus rehausser de leur présence cette cérémonie. Ensuite, c'est au tour de l'épouse du leader de la mission, Maman Amani, de prendre la parole afin de retracer l'histoire de l'Église.
Succédant à son épouse, le prophète Brou Mathieu, fondateur de la mission, est monté au pupitre pour transmettre au peuple le message du Seigneur. Permets que ce matin, Jésus dise un mot. Si Jésus dit un mot, sur ta vie change immédiatement. Tu rencontres Jésus, c'est un changement. Gloire à Jésus-Christ. Jésus ne regarde pas ton âge, ta forme, ton intellect. Il ne regarde pas ta connaissance. Il ne regarde pas ta richesse, mais seulement dispose de ton cœur. Et quand il va dire un mot, ta vie va changer. Au sortir de cette célébration des 10 années de l'église évangélique Puissance et Miracle de Yopougon Santé, le prophète Mathieu Brou et son épouse ont exprimé toute leur reconnaissance au Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour les 10 ans qu'il nous a donnés. Et il nous a donné de donner naissance à ce ministère-là. Nous sommes vraiment dans la joie. Et ce jour-là, nous avons choisi ce jour pour le célébrer, pour lui dire merci. Nous n'avons pas réalisé cela de nous-mêmes, mais c'est lui qui a guidé nos pas, c'est lui qui nous a instruits, c'est lui qui nous a donné d'arriver là où nous sommes. Donc ce que nous pouvons faire, c'est de lui dire merci et lui demander de nous accompagner encore jusqu'à ce que nous quittions la terre et que nous laissons comme héritage ce ministère à nos enfants, nos petits-enfants spirituels pour continuer cette œuvre-là jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous sommes venus ici difficilement parce qu'on n'a pas de soutien venant d'ailleurs. Mais nous avons compté sur le Seigneur qui nous a fait venir. Il a pourvu à nos moyens financiers malgré que on n'avait rien. On a pu implanter l'œuvre. Et aujourd'hui, l'œuvre a 10 ans. Grâce au soutien de mes enfants et de mon épouse, surtout qui se battent très fort. Et ma grande joie, nous avons eu notre agrément. Et aussi dans la même année, voici que nous sommes en train de fêter nos 10 ans. Et l'œuvre ici qui n'existait pas du tout, aujourd'hui l'œuvre existe et aujourd'hui nous sommes fiers. Je suis très heureux, je suis un serviteur heureux, fier à cause de ce que Dieu a fait pour moi. Je lui rends gloire, je lui rends honneur, que son nom soit béni à jamais. Entamons l'actualité africaine dans cette édition en débutant par la Gambie. Après 100 jours d'Adama Barrow à la tête du pays, les attentes ne sont pas encore comblées. Son bilan est plutôt mitigé. Le 18 février 2017, il prêtait serment devant toute la Gambie. Le président de la République, Adama Barrow, a promis à son peuple qu'un véritable changement aura lieu à la tête du pays. Après 22 ans de règne sans partage de Yaya Jammeh, les Gambiens ont alors fondé beaucoup d'espoir sur le nouveau gouvernement. Quand on a beaucoup d'espoir envers quelque chose, on est forcément fatalement déçu. Il ne faut pas oublier que la Gambie, il faut nettoyer la Gambie. La Gambie, il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui à des endroits stratégiques de la vie économique, de la vie politique, de l'armée. Et que tout ça, ce n'est pas simple, il faut remettre de l'ordre à l'intérieur. Plus de 3 mois après sa prise de fonction, les Gambiens déplorent le fait qu'aucun vice-président n'ait encore été nommé. Fatoumata Tambajang, que le président Barrow souhaiterait nommer à ce poste, dépasse la limite d'âge de 65 ans exigée par la Constitution. Alors qu'il a obtenu la majorité lors des législatives en avril, le chef de l'État n'a toujours pas présenté à l'Assemblée nationale les réformes qu'il avait promises lors de sa campagne. Quand on voit d'où vient la Gambie, les espoirs étaient énormes. Maintenant, il faut se poser la question, approchons-nous aussi des Gambiens, est-ce qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir parler librement n'est pas une avancée pour eux? Est-ce que le fait de pouvoir se déplacer librement, de ne plus craindre l'armée, est-ce que ce n'est pas une avancée pour eux? Et donc, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Et c'est clair que l'espoir était très grand. Et quoi qu'il aurait pu faire, ça n'aurait été jamais suffisant. 100 jours après son investiture, le bilan du président Adama Barrow divise les Gambiens. La population qu'il a élue et qui a placé beaucoup d'espoir en lui attend des actions efficaces et rapides. Alors que le chef de l'État mise sur les investisseurs étrangers pour renflouer les caisses du pays, il a accordé la priorité à la justice, d'abord en réintégrant la Cour pénale internationale, mais surtout en nommant des juges de nationalité gambienne afin de relancer un système qui avait été corrompu par l'ancien président. Le président Adama Barrow a encore 3 ans pour satisfaire tous ceux qui ont cru en lui.
Un festival dédié aux droits humains a eu lieu à Niamey, la capitale nigérienne, du 25 au 27 mai 2017. Le festival Ciné Droit Libre donne la parole aux cinéastes, aux journalistes et aux artistes afin de s'exprimer. Niamey a été du 25 au 27 mai 2017 la capitale des droits humains. Après Abidjan en Côte d'Ivoire, Dakar au Sénégal, Bamako au Mali et Ouagadougou au Burkina Faso, Niamey a vécu sa première édition du festival Ciné Droit Libre. À travers la programmation des films engagés, ce festival a donné la parole aux cinéastes, aux journalistes et aux artistes afin de s'exprimer sur des questions relatives aux droits humains et à la bonne gouvernance en Afrique. Que le peuple nigérien s'approprie cet outil que les Burkinabés se sont vraiment appropriés. Les Burkinabés ont vraiment adopté Ciné Droit Libre et ils ont utilisé Ciné Droit Libre comme une véritable plateforme d'expression. Voilà. Tous ces jeunes qui ruminaient chacun de son côté, ils ont trouvé un endroit où ils se regroupent. Et avec des icônes comme Smokey, Samska, ces artistes qui drainent des milliers de personnes, c'était un cadre pour rassembler tout ce monde et diffuser le message, sensibiliser, notamment sur la non-violence, la nécessité de se prendre en charge, la nécessité d'être conscient que nous sommes des citoyens au même titre que les autres. Initié en 2005 par l'association Semfilm, Ciné Droit Libre est un festival populaire se positionnant comme un espace inédit de défense et de promotion des droits humains et de la liberté d'expression en Afrique. Projection des films suivis de débats, dialogue démocratique, formation sur l'audiovisuel pour les défenseurs des droits humains, concerts de sensibilisation sont entre autres événements qui ont marqué ces 3 jours des festivités. Notre mission quotidienne, on s'en est servi, c'est se servir d'un aspect ludique pour quelque part dispatcher un message conscient et faire en sorte finalement que nos peuples et notre jeunesse se prennent en main. Se voulant une tribune de défense des droits humains et de la liberté d'expression, le festival s'est construit une renommée en Afrique selon les observateurs. Fort de son succès, le concept de Ciné Droit Libre s'exporte dans la sous-région. Dès à présent dans 5 capitales africaines, les organisateurs ambitionnent son implémentation sur l'ensemble du continent africain. Lagos, la capitale économique du Nigeria, célèbre son 50e anniversaire. D'1 million d'habitants à la fin des années 60 à près de 20 millions aujourd'hui, la plus grande ville d'Afrique subsaharienne s'est transformée en un gigantesque chaos urbain. Dans le centre historique de Lagos, les vendeurs ambulants côtoient les gratte-ciel de la finance. Poumon économique de la ville et du Nigeria, le quartier de Lagos Island est traversé chaque jour par 1 million de personnes. Un quartier devenu au fil des décennies une jungle urbaine. Ayo Asaf est architecte, il rêve de moderniser la ville. Ce n'est pas moderniser dans le sens de créer des centres commerciaux. Il s'agit de sécuriser le centre et de le rendre propre et surtout le rendre accessible. Ce serait plus agréable de venir ici, notamment pour faire des affaires. Avec 900 nouveaux habitants par jour, les projets d'aménagement urbain fleurissent. C'est notamment le cas du luxueux projet Eco-Atlantique, le plus gros chantier immobilier d'Afrique construit sur l'océan. Mais cette explosion démographique a fini par modifier la répartition des habitants. Les plus aisés s'offrent des logements dans les nouveaux quartiers huppés. Les plus pauvres se construisent des parcelles de terre grignotées sur la lagune. Des bidonvilles que la ville de Lagos est prête à démolir à tout moment. La menace d'être expulsé, la menace d'être chassé du jour au lendemain déroute les gens dans la mesure où ils ne peuvent même plus travailler ici. Des personnes ont régulièrement été arrêtées. Aujourd'hui, le mètre carré vaut de l'or partout à Lagos. Conséquence, d'autres bidonvilles sont menacées sous la pression des promoteurs, comme l'immense cité lacustre de Makoko et ses 225 000 habitants. Un site à l'abandon, c'est tout ce qu'il reste aux mineurs sud-africains de Blyvoordsriet depuis que l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire il y a 4 années de cela. Reportage. Il ne lui reste rien. Nkutu a travaillé toute sa vie dans la mine d'or de Blyvoordsriet au sud de Johannesburg. Mais il y a 4 ans, le site a été placé en liquidation judiciaire et a fermé du jour au lendemain. On s'en sortait bien, on avait à manger et puis tout ça s'est arrivé, notre vie a changé. Quand vous ne travaillez pas et que vous n'avez rien à manger, c'est dur. Plus de 1700 employés se sont retrouvés sur le carreau, sans indemnité de licenciement. La ville a été abandonnée à la pollution et aux pillards.
C'est le vide total pour les communautés. Le gouvernement local ne prend pas ses responsabilités, surtout quand la fermeture est aussi prématurée et soudaine que dans le cas de la mine de Blyvoor. Quant à l'entreprise insolvable, elle s'en va et c'est tout. Blyvoor Edzert n'est pas un cas isolé. Ces mineurs travaillent dans un foyer de travailleurs au nord de Pretoria, mais du travail, il n'y en a plus. Ils ont été licenciés après une grève en 2009 et aujourd'hui ils chassent des singes et des chacals pour survivre. Beaucoup sont malades. Il faut comprendre que quand on a la tuberculose, il faut manger. Sans nourriture, comment faire? Vous allez à la clinique, ils vous prescrivent des médicaments, mais vous ne pouvez pas les prendre le ventre vide. Ici non plus, le gouvernement n'intervient pas, et les entreprises rejettent la responsabilité sur les partenaires sociaux. À qui la faute en cas de faillite? Est-ce que l'entreprise devrait offrir un filet de sécurité inconditionnel? Est-ce qu'elle doit pouvoir absorber le choc quand les syndicats se comportent de façon irresponsable? Et puis il y a aussi le comportement du régulateur qui n'a sans doute pas très bien réfléchi au problème. Pour la première fois, une ONG a décidé de poursuivre en justice les 2 derniers opérateurs de la mine de Blyvoor Edzert. Si elle obtient leur condamnation, l'affaire pourrait établir un précédent pour toutes les communautés de mineurs abandonnées du pays. L'Égypte et la Russie renforcent leur coopération. Lundi, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a échangé au Caire avec son homologue égyptien. Plus de détails dans cet élément. Les crises au Moyen-Orient rapprochent plus que jamais l'Égypte et la Russie. Les conflits en Syrie et en Libye étaient au centre des discussions entre les ministres des Affaires étrangères des 2 pays lors de la visite lundi au Caire du chef de la diplomatie russe. Des crises qui n'épargnent pas l'Égypte, secouées ces derniers mois par une vague d'attentats meurtriers, dont le dernier contre des pèlerins coptes a fait 29 morts vendredi dernier. La rencontre entre Sameh Choukri et son homologue russe Sergueï Lavrov entre dans le cadre du renouvellement de la coopération bilatérale entre le Caire et Moscou. Les 2 ministres ont notamment discuté des moyens de relancer les échanges entre les 2 pays et surtout de la question de la reprise des vols russes en Égypte. Ces vols avaient été suspendus au lendemain du crash d'un avion russe en octobre 2016 dans la péninsule du Sinaï, attentat qui avait fait 224 morts et revendiqué par un groupe affilié à l'État islamique. L'actualité internationale débute par la visite très remarquée du président américain Donald Trump en Israël. Donald Trump s'est longuement recueilli au mur des lamentations après un entretien avec Benjamin Netanyahou. C'est avec l'entretien bilatéral avec le Premier ministre Netanyahou que le premier jour en Israël du président américain s'est clôturé. À l'issue de la rencontre, il a renouvelé ses espoirs d'œuvrer pour la paix dans la région. Je pense qu'un nouveau type de partenariat entre nous est possible et qu'il arrivera. Cela suppose un effort nouveau pour aboutir à la paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Ce ne sera pas simple, mais pour la première fois depuis des années et pour la première fois de ma vie, je perçois un réel espoir de changement. Quelques heures auparavant, Donald Trump s'était rendu au mur des lamentations. Il a observé les gestes traditionnels. C'est en visite privée que le président américain a fait le déplacement sur le site le plus sacré pour les Juifs. Une première pour un président américain en exercice. Peu de temps avant, il s'était rendu dans l'église du Saint-Sépulcre, lieu saint du christianisme. Et il avait fait quelques pas dans les ruelles de la vieille ville, placée quasiment sous couvre-feu. Il s'est aussi entretenu à son arrivée à Jérusalem avec son homologue israélien Reuven Rivlin. C'est l'Iran qui fut la cible du président américain.
Le tout nouveau président français Emmanuel Macron espère renforcer la coopération entre la France et la Russie. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont fixé un calendrier dans les dossiers syriens et ukrainiens. Paris et Moscou célèbrent le 300e anniversaire de leurs relations diplomatiques, des relations qui ne sont pas toujours au beau fixe. Si Emmanuel Macron a accueilli avec faste son homologue russe à Versailles, il a fait part de son point de vue sur la Syrie notamment. Il est indispensable de pouvoir discuter avec l'ensemble des parties en présence. Et en effet, discuter avec l'ensemble des parties prenantes du conflit syrien, y compris les représentants de M. Bachar el-Assad. Le président français menace la Syrie de représailles en cas d'attaque chimique. Damas et son allié russe sont prévenus. Autre point de désaccord, l'Ukraine et les sanctions contre le Kremlin après l'annexion de la Crimée. Vous avez demandé en quoi les sanctions contre la Russie aideraient à résoudre la crise dans le sud-est de l'Ukraine. En rien. J'en appelle donc à vous et aux médias français. Vous devriez vous battre pour la levée des restrictions dans l'économie mondiale. L'attaque contre les médias français répond au tacle du chef de l'État contre Russia Today et Sputnik, deux médias russes qualifiés d'organes de propagande par Emmanuel Macron. Les prochaines élections législatives anticipées en Grande-Bretagne vont consacrer l'opposition de deux visions divergentes sur le Brexit. À moins de 10 jours du scrutin, un débat télévisé a eu lieu entre la chef du gouvernement et son principal opposant. À 10 jours des élections législatives, le Brexit était au cœur du premier débat télévisé entre la chef du gouvernement britannique, la conservatrice Theresa May, et le chef du Parti travailliste, Jeremy Corbyn. Un débat inhabituel puisqu'à distance, les deux opposants politiques ne se sont pas vus. Ils ont été interrogés successivement et séparément par le public et un journaliste devant des millions de téléspectateurs. Theresa May a confirmé de nouveau qu'elle serait prête à ne pas signer d'accord de sortie avec l'Union européenne. Par définition, si je suis prête à dire que pas d'accord est mieux qu'un mauvais accord, c'est que je veux obtenir un bon accord de l'Union européenne. Le public, lui, a attaqué Jeremy Corbyn sur la sécurité, son maillon faible. Mais sur le Brexit, il s'est dit déterminé à trouver une issue, à faire en sorte qu'il y ait un accord. La différence est subtile mais réelle. Nous acceptons le résultat du référendum. Il a eu lieu, nous l'avons accepté. Et la priorité doit être de négocier un accord pour accéder au marché de libre-échange européen afin de protéger les emplois dans ce pays. C'est ce que nous ferions. Il faut aussi parler des futures relations avec les pays de l'Union européenne, car ils sont après tout nos voisins les plus proches. Ces dernières semaines, avant même l'attentat de Manchester et les critiques contre les coupes de Theresa May dans la police, les travaillistes ont rattrapé une partie de leur énorme retard dans les sondages. Les Tories n'ont plus que 10 points d'avance. 59 personnes ont perdu la vie au cours des 59 jours de manifestations qui ont secoué le Venezuela. C'est le bilan établi par l'opposition qui continue de défier à Caracas pour réclamer des élections anticipées. Au moins 59 morts en 59 jours de manifestation contre le président vénézuélien. C'est le terrible bilan de l'opposition qui défilait hier encore à Caracas pour réclamer des élections anticipées. 257 personnes auraient été blessées ces dernières 24 heures selon le chef de l'opposition conservatrice. Nous sommes dans la rue parce que le gouvernement a fermé les portes démocratiques, dit-il. Il n'y a pas de nourriture, pas de médicaments et on ne laisse pas les gens voter. Alors que font-ils? Ce qu'ils font aujourd'hui. Et quelle est leur réponse? Hier, le ministre de la Défense a dit qu'il n'avait agressé personne. Mais voyons, ils sont juste là. Alors que les opposants à Nicolás Maduro risquent leur vie pour manifester, le président dénonce un complot et maintient son projet de nouvelle constitution. Il est arrivé quelque chose de pire et de plus horripilant que le gouvernement de Barack Obama, le gouvernement de Donald Trump. Il a donné l'ordre aux amis des Yankees de la droite de détruire le Venezuela par tous les moyens afin de lui servir une intervention étrangère sur un plateau d'argent, ce que nous rejetons et que nous rejetterons au péril de nos vies. Plusieurs membres de l'opposition accusent la police militaire d'organiser des embuscades contre les chefs de file du mouvement de contestation.
L'ancien dictateur à la tête du Panama de 1983 à 1989, l'ex-général Manuel Noriega est décédé à l'âge de 83 ans. Manuel Noriega est né dans la misère à Panama City. Il perd sa mère très jeune et son père alcoolique l'abandonne. Pour s'en sortir, il choisit la carrière militaire. Il est formé dans une académie au Pérou, dont la CIA se sert comme vivier de recrutement. C'est là que son destin bascule. Il complète ensuite sa formation d'espion aux États-Unis. De retour au Panama, il réussit à gagner la confiance du général Omar Torrijos, qui prend le pouvoir par un coup d'État en 1968. À la tête du service de renseignement qui sème la terreur parmi les opposants, puis à la tête de l'armée, il exerce de facto le pouvoir, sans avoir le titre de chef de l'État. À la fin des années 70, il est l'homme le plus craint du pays. Aidant les États-Unis à combattre les régimes communistes à Cuba et au Nicaragua, il les soutient en sous-main, tout en participant activement au commerce de la drogue, mais à la fin des années 80, Washington le lâche. Les menaces imprudentes du général Noriega contre les Américains au Panama ont créé un danger immédiat pour les 35 000 citoyens américains sur place. C'est pourquoi j'ai chargé nos forces armées de protéger la vie des citoyens américains au Panama et de traduire le général Noriega en justice aux États-Unis. Les États-Unis finissent par envahir le Panama et arrêter leur ancien agent. Il est emprisonné à Miami et condamné en 1992 à 40 ans de réclusion pour trafic de drogue. Sa peine sera finalement réduite à 17 ans. Libéré en 2007, Manuel Noriega n'en a pas pour autant fini avec la justice. Son extradition est alors réclamée par la France, où il passera 2 années en prison pour blanchiment. En 2011, c'est enfin au tour du Panama d'obtenir son extradition. Au moment de son décès, Manuel Noriega purgeait une peine de 60 ans de prison pour les crimes commis sous son régime. Mort à l'âge de 83 ans, l'ancien dictateur aura passé près de 3 décennies derrière les barreaux. Et du sport, avant de clore ce journal, nous parlons du tirage de l'Afrobasket féminin 2017 qui s'est opéré à Bamako, la capitale malienne. La poule A est constituée des ténors comme le Mali, le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou encore l'Angola. Le Mali abritera du 18 au 27 août l'édition 2017 de l'Afrobasket Dames. 12 équipes prendront part à cette compétition répartie dans 2 poules. La poule A, composée du Mali, du Cameroun, du pays qui obtiendra la wildcard FIBA, de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire et de l'Angola. La poule B, elle verra le Sénégal, détenteur du trophée, affronter le Nigeria, l'Égypte, la Guinée, le qualifié zone 4 et le Mozambique. Le Mali est un pays de grande tradition sportive, couronné par de nombreux succès. C'est pourquoi l'État s'est engagé à soutenir FIBA Afrique et la Commission nationale pour une bonne et parfaite organisation de la compétition. Nous sommes convaincus que nous aurons ici à Bamako un afro-basket au standard internationalement admis et une compétition de basketball féminin entre les meilleures équipes féminines de la zone Afrique. Le Mali affrontera en match d'ouverture la Tunisie. Pour nombre d'observateurs, c'est une compétition ouverte où toutes les équipes peuvent tirer leur épingle du jeu. Les groupes sont équilibrés, c'est une bonne chose. Et je crois que à partir de ce moment, le championnat risque d'être vraiment intéressant. Je pense que tous les matchs seront importants pour chaque équipe dans les 2 groupes. Et nous aurons probablement une belle finale. 2007-2017, c'est vrai que c'est pas pareil. Il y a beaucoup de choses qui sont changées. Et puis, il y aura des nouvelles joueuses comme des anciennes aussi. Et puis, ça fait 10 ans que le Mali n'a pas rapporté l'Afrobasket. Notons que 2 équipes manquent à l'appel. Celles-ci, la wildcard FIBA et les qualifiés de la zone 4 ne seront connus qu'à l'issue des tours des cadrages qui se tiennent jusqu'au 5 juin au plus tard. En rappel, le Sénégal est le détenteur du trophée. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ici que s'achève cette édition du journal préparée par l'ensemble de la rédaction de Béni TV. À très vite.